Souci. Alors, donc, vous me dites quand est-ce qu'on peut Oui, commencer? vous pouvez commencer. Les autres vont nous suivre. Oui, je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc je vais leur envoyer ça. OK. Alors, donc, le troisième pilier important donc, de la prise en charge, des principes de prise en charge, pardon, c'est la réanimation ciblée donc, dans les 6 heures. Actuellement, on parle de la réanimation ciblée dans l'heure, avec les objectifs qu'on doit atteindre en 1 heure. OK? Et un autre pilier très, très important, c'est le monitorage de la réponse. Il faut surveiller, À cause enregistrer, quoi? interpréter et réagir. Et donc, voilà. Alors, un des piliers très importants donc, dans la prise en charge du sepsis et surtout du choc septique, c'est l'accès veineux. Très souvent, dans les hôpitaux, on utilise encore les épicraniennes, ok, qui ne vont pas délivrer un bon débit de volume, un bon débit donc, de sérum physiologique, donc de cristalloïdes. Et donc, il faut un accès veineux avec des cathéters de gros calibre. Il est conseillé du G18 ou du G16, ok? Et pour les enfants, on peut aller jusqu'à un accès, un cathéter en intra-osseux. Et les réanimateurs, eux, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les voies veineuses centrales. Alors, si vous deviez retenir une seule chose de mon exposé, c'est cette diapositive, OK, pour le sepsis et pour le choc septique. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez un choc septique, il est vraiment recommandé de mesurer le taux de lactate, OK, de prélever rapidement des hémocultures avant d'administrer les antibiotiques. Et dès que vous avez reconnu donc, le sepsis dans l'heure, directement mesurer le taux de lactate, obtenir les hémocultures et commencer directement à administrer des antibiotiques à large spectre. Et il faut commencer aussi à administrer des cristalloïdes en cas de choc septique, ok? Surtout lorsque le taux de lactate est supérieur à 4 millimoles par litre. Ok. Il faut aller rapidement avec 30 millilitres. Alors, lorsque la réhydratation n'a pas fait ses effets, n'a pas donné d'effet escompté, il faut immédiatement commencer l'administration des vasopresseurs. En première intention, c'est la noradrénaline. Et lorsqu'on n'a pas la noradrénaline, on peut aller avec l'adrénaline. Et il faut monitorer en mesurant le taux de lactate et la réponse de l'organisme. Alors, voici, sur cette diapositive, nous parlons des objectifs de la réanimation. Lorsque je donne ma réhydratation liquidienne, lorsque je donne l'antibiotique, lorsque je donne les amines vasoactifs, à quoi est-ce que je dois m'attendre? À quoi est-ce que je dois arriver? Eh bien, il faut que ma pression artérielle moyenne soit supérieure à 65 mm de mercure. Il faut que ma pression artérielle systolique soit supérieure à 100 mm de mercure. Il faut que j'obtienne des urines de l'ordre de 0,5 millilitres par kilo par heure. C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de mettre une sonde urinaire, au minimum de mettre un péniflow, mais ce qui est recommandé, c'est vraiment la sonde urinaire pour voir, parce que dès que je commence ma réanimation, je dois avoir une production d'urine. Au niveau de la peau, je dois avoir une amélioration du temps de recoloration capillaire. Je dois avoir une absence des marbrures sur la peau et je dois bien ressentir le pouls radial périphérique. Okay. Et le patient doit me dire qu'il a une amélioration du sensorium, c'est-à-dire qu'il ressent mieux au niveau de ses extrémités. Et surtout, ce qui est recommandé actuellement dans toutes les sociétés savantes, c'est d'avoir un niveau de lactate qui est inférieur ou égal à 2 millimoles voilà, par litre. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si on a au moins une PAM supérieure à 65, avec une bonne production d'urine, ça veut dire que nous sommes déjà dans le bon, en train de corriger donc notre choc septique. Alors là, j'ai un petit souci. Il y a mon écran qui n'avance pas. Ok, voilà. Alors, pour les moyens thérapeutiques, il est recommandé actuellement les cristalloïdes en première intention. Et dans les cristalloïdes, le sérum physiologique, le lactate Ranger sont les solutés qui sont les plus utilisés. Nous, ce qu'on utilise aux cliniques universitaires, c'est le sérum physiologique 0,9%. On utilise très peu de lactate Ranger, mais dans d'autres endroits,
qu'on a visité, on utilise le lactate Ranger en première intention. Excusez-moi, il y a une faute ici, c'est lactate Ranger et non lactate Rainier. Alors, les colloïdes, l'albumine, actuellement dans les recommandations, on ne va donner les colloïdes qu'à un patient qui euh, est déjà en surcharge volumique, c'est-à-dire un patient qui ne peut pas recevoir trop de liquides. Par exemple, un patient qui a une insuffisance cardiaque, un patient qui a une insuffisance rénale, c'est quelqu'un chez qui on ne va pas rajouter beaucoup de liquide. On peut lui donner de l'albumine, ok, pour pouvoir faire l'expansion volumique. Alors, les vasopresseurs qu'on va donner, en première intention, on va donner la noradrénaline. Et si la noradrénaline, on a l'impression qu'avec la noradrénaline, ça n'évolue pas très bien, on peut ajouter à la noradrénaline soit de la vasopressine, soit encore de la dobutamine. Et lorsque la noradrénaline et la dobutamine ne suffisent pas, on peut encore utiliser l'adrénaline. Alors, si on n'a pas la noradrénaline et si on n'a pas l'adrénaline, on peut recourir à quelque chose qu'on a utilisé dans les années 90, c'était la dopamine. C'est une vasoactive qui a sauvé beaucoup de vies, qu'on ne recommande plus aujourd'hui en première intention. Mais si vraiment on n'a pas la noradrénaline, on n'a pas l'adrénaline, on peut utiliser la dopamine. Alors, la transfusion, on va le voir un peu plus loin. La transfusion n'est réservée que à la personne qui a évidemment euh, un choc hémorragique, ok? Mais dans le sepsis ou dans le choc septique, on va donner de la transfusion uniquement à un patient qui a une hémoglobine inférieure à 8 ou inférieure à 10 si c'est un coronarien ou un cérébrolésé. Alors, en ce qui concerne le bolus liquidien, il y a une très grande controverse en ce moment. C'est que les recommandations de 2016, de 2018, de 2021 disaient qu'il fallait donner un bolus liquidien initial de 30 millilitres par kilo sur 60 minutes. Alors, beaucoup de gens ont fait cette expérience qu'il y avait beaucoup de surcharge volumique. Donc, on a basculé certains patients en OAP. Et donc, aujourd'hui, cette recommandation est un peu plus nuancée. On est d'accord qu'il faut donner 30 millilitres par kilo sur 60 minutes dans la première heure, mais on dit aujourd'hui qu'il faut donner un petit bolus Amène les produits de de... 250 à 500 millilitres sur 30 minutes. OK? Et qu'à chaque fois qu'on donne des bolus de 250 à 500 millilitres, il faut nécessairement réévaluer la réponse clinique. Il faut regarder la pression artérielle, il faut regarder la durée, il faut regarder la fréquence cardiaque. Le but ici étant d'éviter à tout prix de basculer le patient en hypervolémie. Et donc, on va surveiller, est-ce que la saturation baisse? Est-ce que la fréquence respiratoire Bien sûr. augmente? Est-ce qu'il y a une fluorescence des veines jugulaires? Est-ce qu'il y a une hépatomégalie? Okay? Et ce sont donc ces signes-là qui vont nous permettre de voir s'il y a une hyperhydratation et donc une surcharge volumique. Alors, actuellement, ce qui est recommandé dans les recommandations, c'est qu'il faut monitorer la réhydratation. Il faut monitorer l'expansion volumique. Et donc, nous avons deux grands outils qui nous permettent de bien monitorer si le patient est bien hydraté. Nous avons donc la clinique, bien évidemment, mais nous avons surtout l'échographie cardiaque, l'échographie pulmonaire et aussi la mesure de la pression veineuse centrale. Alors, sur cette diapositive, je vous un schéma. Comment on doit mettre la sonde? Hein? On peut utiliser n'importe quelle sonde, une sonde cardiaque, et à la limite, si on a une sonde pour échographie abdominale, on peut quand même l'utiliser. Le but ici, c'est la visualisation de la veine cave. Alors, sur la première image au-dessus, nous voyons une veine cave qui est normalement dilatée, qui est normale en fait, avec un calibre normal. Et sur la photo d'en bas, nous voyons une veine cave qui est aplatie, qui a tendance à s'aplatir. Ça veut dire que notre
Allô, allô? Est-ce qu'on m'écoute? Oui, oui, très bien, oui, très Est-ce qu'on bien. m'entend? Voilà. Et donc, sur la photo qui est juste en bas, nous voyons donc une veine cave qui est aplatie. Ça veut dire que le patient n'a pas assez de liquide, qu'il est en hypovolémie, qu'il faut continuer donc de lui donner des liquides. Et sur la diapositive qui se trouve à l'extrême droite, nous voyons une veine cave qui est surchargée. Donc, ça veut dire que le patient est en hypervolémie et donc il ne faut plus le surcharger de liquide. Et voilà. Alors, sur cette diapositive, nous voyons les images de l'échographie pulmonaire. Aujourd'hui, toutes les sociétés savantes des urgences, des soins intensifs de réanimation recommandent que dans la prise en charge, on puisse utiliser non seulement l'échographie cardiaque, mais aussi l'échographie pulmonaire. Et donc, sur la diapositive, sur l'image qui est au-dessus, nous voyons une échographie pulmonaire normale où nous avons les lignes A, qui sont des lignes qui sont, on va dire, horizontales. C'est ce qui est normal. Donc, lorsque quelqu'un est comme ça, on dit que c'est tout à fait normal. Il n'est pas en hypervolémie. Mais sur l'image qui est juste en dessous, nous voyons les lignes B qui ressemblent un peu au phare d'une voiture, OK, au niveau quand la. Allô, docteur Audio, vous êtes là? Nous vous écoutons, oui. Je suis là, excusez-moi, un petit problème de connexion. Ah, il y a un problème de connexion. Là, on va revenir à la présence. Je suis en train de dire c'est donc que lorsque nous avons les lignes B, c'est-à-dire des lignes qui sont perpendiculaires, des lignes qui ressemblent au phare d'une voiture, il faut craindre un édème pulmonaire, une surcharge liquidienne. Et donc, c'est un patient qui ne doit plus recevoir de liquide parce que. Allô, docteur Audio, vous êtes là? Docteur Audio, vous êtes là? Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, des problèmes de connexion. Oui, je suis là, j'ai des gros soucis de connexion. J'espère que ça va Ah, s'arranger. oui. Ça reste votre partage d'écran. Voilà. Donc, en train de dire qu'aujourd'hui, on dit que la réhydratation liquidienne doit être réalisée sur base individuelle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner comme ça aveuglément 30 millilitres par kilo à tout le monde, mais qu'il faut monitorer la réponse. Ok. L'objectif ici étant d'atteindre une bonne volémie, c'est-à-dire que le patient ne soit pas déshydraté. Alors, en réalité, le fait de donner des antibiotiques, le fait de réhydrater, tout se fait au même moment. C'est-à-dire, on commence pas par l'étape 1 et puis l'étape 2. Non, vraiment, tout se fait au même moment. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'experts disent que voilà, il ne faut plus attendre. Vous voyez, avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on donnait d'abord 500 cc rapidement en 15 minutes. On faisait un fluid challenge, on voyait comment varier la pression artérielle. On donnait encore 500 cc et puis on arrivait jusqu'à 30 millilitres par kilo. Et quand il n'y avait pas une bonne réponse, on donnait les amines vasoactives. Aujourd'hui, on considère qu'il faut faire le tout au même moment. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de donner les liquides, on commence immédiatement aussi à donner les amines vasoactives. OK? Et donc, l'objectif ici, c'est d'atteindre vraiment une PAM qui est entre 65 et 70 mm de mercure. Donc, on n'a pas besoin que le patient arrive à des pressions artérielles à 120 sur 60, 130 sur 50, ou voilà, on veut juste que la PAM soit supérieure ou égale à 65. Dès qu'on a atteint cet objectif-là, on est assez tranquille et on surveille, on monitore.
Donc aujourd'hui, en première intention, c'est la noradrénaline, comme on a dit. Si on n'a pas la noradrénaline, on peut aller avec l'adrénaline. Si on n'a pas l'adrénaline, on peut aller encore avec la dopamine. Mais vraiment, ce qui est recommandé en première intention, c'est la noradrénaline. Alors, la noradrénaline, on commence avec une dose initiale qui est de 0,1 microgramme par kilo par minute. Et on va le donner à la pousse seringue. Je sais que beaucoup d'hôpitaux à Kinshasa n'ont pas la pousse seringue et on peut donner ça en perfusion, donc en drops. Et on va donner ça jusqu'à ce qu'on atteigne une pression artérielle moyenne de 65 mm de mercure. Alors, j'ai donné ici sur cette diapositive un exemple de comment est-ce qu'on peut le donner en perfusion. On prend la noradrénaline, on prend un exemple, hein, on prend 2 ampoules de 4 mg, donc ça fait 8 mg dans 250 cc de sérum glucosé. Alors, nous, en médecine interne, en soins intensifs, nous donnons dans le sérum glucosé 5%. C'est ce qui est recommandé par le dictionnaire des médicaments, le Dorose. Et lorsque vous lisez la notice de la noradrénaline, il vous dit qu'il faut mettre ça dans du sérum glucosé. Mais dans la pratique, beaucoup de gens utilisent aussi avec le sérum physiologique 0,9%. Ce n'est pas une faute, ça donne aussi des bons résultats. Alors, donc, notre patient pèse 80 kg. Donc, la dose qu'il va recevoir, c'est à peu près 8 microgrammes par minute. Donc, revenons à notre première ligne. Donc, nous avons 8 mg dans 250 cc, ce qui fait que nous allons convertir 8 mg en microgrammes. 8 mg égale donc 8000 mg dans 250 millilitres. On va calculer maintenant 1 microgramme correspond à combien. Et puis, on va calculer 8 microgrammes correspond à combien. On trouve ici 0,25 millilitres par minute. Et nous allons convertir millilitres en gouttes, donc on va multiplier par 20 gouttes. Donc, ça veut dire que notre patient, si on doit lui donner 0,1 microgramme par kilo par minute, ça veut dire qu'on va lui donner à peu près 5 gouttes par minute. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer avec ça et on va voir la réponse. Et si avec 5 gouttes par minute, la pression artérielle moyenne ne remonte pas, on va augmenter notre dose de noradrénaline par palier, c'est-à-dire qu'on était à 5 gouttes, on va passer peut-être à 10 gouttes, et puis on va passer à 15 gouttes, jusqu'à ce que notre pression artérielle moyenne soit à 65 mm de mercure. Alors, ce qui arrive souvent pendant la garde ou pendant qu'on corrige un choc septique, c'est quoi? C'est qu'on a donné tout ce qu'il fallait, le patient a une bonne pression artérielle moyenne, alors le médecin va au vestiaire ou bien le médecin va dormir. Et quand il va dormir, quelques heures après, la pression artérielle chute et après, on vient vous appeler pour vous dire qu'il y a un arrêt cardiaque. Il y a eu arrêt, pourquoi? Parce qu'on n'a pas surveillé. Donc, on doit continuer de surveiller. Il est recommandé d'avoir un moniteur multiparamétrique. Mais si on n'a pas un moniteur multiparamétrique, on peut surveiller manuellement en prenant la pression artérielle toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Okay? Et lorsqu'on voit que la pression artérielle chute, on augmente le débit des amines vasoactives. Alors, sur cette diapositive, j'ai mis les principales amines vasoactives avec leur dose et leur posologie. Par exemple, la noradrénaline, c'est des ampoules de 4 mg. On peut aussi avoir des ampoules de 8 mg et on commence avec des doses de 0,1 microgrammes par kilo par minute. Et la dose extrême, c'est 3 microgrammes par kilo par minute. Beaucoup de livres, beaucoup de recommandations disent qu'il ne faut pas dépasser 1 microgramme par kilo par minute, mais dans certains livres, on dit qu'on peut aller jusque vraiment à la dose extrême, qui est de 3 microgrammes par kilo par minute. Mais attention, avec cette dose, on peut vraiment occasionner des dégâts comme une vasoconstriction splanchnique généralisée. Alors, l'adrénaline, c'est des ampoules de 1 mg par millilitre. Comment est-ce qu'on fait en pratique? C'est qu'on va mettre 5 ampoules dans 500 cc, okay, ou dans 1000 millilitres de sérum physiologique. Et vraiment, il faut très bien monitorer parce que vous savez que l'adrénaline a beaucoup d'effets sur le cœur et sur le vaisseau. Donc, on commence vraiment par donner des faibles doses de l'ordre de 0,01 microgrammes par kilo par minute. Okay? Et dans certains livres, on dit qu'il ne faut jamais dépasser 0,1 microgramme par kilo par minute. Mais en pratique, nous, on va jusqu'à 0,5 microgrammes par kilo par minute.
la dobutamine, des ampoules de 250 mg pour 20 millilitres. On commence avec des doses de 2,5 et on peut aller jusqu'à 20 microgrammes par kilo par minute. Et de même pour la dopamine, juste en bas là-bas. Alors, sur cette diapositive, je vous ai mis un tableau qui vous donne une indication pour l'antibiothérapie probabiliste en cas de choc septique. En fait, pour le sepsis, les recommandations veulent qu'on aille avec une monothérapie, avec une antibiothérapie à large spectre. Mais lorsqu'on arrive dans le cadre du choc septique, il est recommandé au minimum une bithérapie et même une trithérapie dans certains cas. Okay? Et donc, dans ce tableau, je vous donne donc, à titre indicatif les antibiotiques que l'on peut utiliser dans le choc septique. Par exemple, pour une pneumonie aiguë communautaire, on peut aller avec de l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique, 3 fois 1 gramme par jour. Nous, souvent, ce qu'on utilise, c'est le ceftriaxone en première intention, la céfotaxime, okay, qu'on va associer ou non à l'azithromycine et qu'on va associer ou non à l'amicacine. Et en deuxième ligne, lorsque quelqu'un a déjà reçu du ceftriaxone pendant plusieurs jours et qu'il est entré en choc, on va directement passer à ou de l'amicacine. Et lorsque ça a échoué, on peut mettre de la méropénème avec de l'amicacine. Et ainsi de suite. Donc, le tableau est là. Vous aurez vous-même à le lire vous-même. Alors, lorsque nous avons fait tout ce qu'il fallait correctement, c'est-à-dire que notre patient est arrivé en choc septique, nous l'avons réhydraté, 30 millilitres par kilo. Nous avons donné une antibiothérapie très forte. Nous avons donné les amines vasoactives et qu'au bout d'une heure, la pression artérielle moyenne est toujours inférieure à l'objectif, qu'il n'y a pas une reprise de la diurèse, que le temps de recoloration capillaire est toujours supérieur à 3 secondes. On peut se dire que nous sommes soit devant une insuffisance surrénalienne relative, ou que alors nous avons un épuisement des récepteurs aux amines vasoactives. Dans ce cas, il est recommandé de donner des corticoïdes, okay, en cas de choc septique résistant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne un bolus d'hydrocortisone 200 mg et on peut aller avec 2 fois 100 ou 3 fois 100 systématiques d'hydrocortisone. On peut donner aussi de la dexaméthasone. Voilà. Et les corticoïdes, on les stoppe 48 heures après lorsque on a une stabilisation donc, du choc septique, c'est-à-dire que la PAM est supérieure à 65 mm de mercure, qu'on a une reprise de la diurèse et qu'on a un taux de lactate qui est inférieur à 2 mmol par litre. Alors, la transfusion, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est une hémoglobine qui est supérieure ou égale à 8. Okay? Mais lorsqu'on a des patients coronariens ou des cérébraux lésés, ce qu'il faut, c'est une hémoglobine qui est supérieure ou égale à 10. Alors, les plaquettes ou le plasma frais congelé, on ne le réserve qu'aux patients qui ont une CIVD. Alors, l'objectif pour la glycémie, okay, tant que notre glycémie est inférieure à 180 mg par décilitre, on ne bouge pas. Mais lorsque nous avons une glycémie qui est supérieure à 180 mg par décilitre, on donne de l'insuline, okay, une unité internationale par millilitre à la pousse seringue. Alors, lorsqu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on a bien réhydraté notre patient, on a donné une bonne antibiothérapie, on a donné les amines vasoactives, on a même donné des corticoïdes, mais on constate que le choc septique n'est toujours pas levé, que notre patient n'est toujours pas tiré d'affaire. Il faut se poser les questions ci-après. Il faut se poser la question par rapport à la porte d'entrée. Est-ce que nous avons bien traité ou stérilisé la porte d'entrée? Ce que nous voyons dans les hôpitaux, c'est qu'un patient vient avec une plaie infectée, des escarres infectées. On va lui bourrer d'antibiotiques.
on va le réhydrater, on va mettre les amines vasoactives, mais on ne va pas faire un bon pansement de la plaie, on ne va pas exciser les tissus nécrotiques, OK? Et ça va entretenir l'infection et ça sera très difficile de sauver le patient. De même aussi, un patient qui a un abcès, il m'est arrivé plusieurs fois aux cliniques universitaires, on soigne quelqu'un pour choc septique, ça n'évolue pas. Et puis un jour, par hasard, pendant qu'on est en train de nettoyer le patient, on se rend compte que le patient a un volumineux abcès fessier, OK? Et ce n'est que lorsqu'on incise l'abcès et qu'on le draine que finalement le patient s'en sort. OK? Donc la porte d'entrée, c'est très, très important. Un patient qui a un cathéter d'hémodialyse, qui fait un choc septique, si on n'enlève pas le cathéter, si on pense que c'est ça la source d'infection, il faut nécessairement faire l'ablation du cathéter. De même, un patient qui a une hypertrophie bénigne de la prostate ou un adénocarcinome, qu'un patient qui a une sonde urinaire à demeure de plusieurs mois, okay, et qui fait un choc septique, il faut changer la sonde et envoyer la sonde en culture, okay, donc, il faut vraiment traiter la porte d'entrée. C'est très, très important. Il faut la rechercher et la stériliser complètement. L'autre question qu'on doit se poser, est-ce que l'antibiothérapie est la bonne? Est-ce que c'est ça qui est vraiment adapté? Parce que ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est que dans les hôpitaux, parfois, les cliniciens que nous sommes, on va donner des antibiotiques qui ne sont pas adaptés. Je donne un exemple. J'ai un patient qui a une méningite. Okay, je dois donner des antibiotiques qui traversent la barrière hémato-encéphalique. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a les délégués pharmaceutiques qui viennent dans mon bureau, qui me disent, ah, testez notre médicament, c'est un nouveau médicament, c'est un médicament qui marche. Et pour faire plaisir aux délégués pharmaceutiques, au lieu de donner la bonne molécule à titrer, non, je vais essayer de donner une autre molécule, une nouvelle molécule qui ne va pas agir en fait sur le germe ou qui ne va pas atteindre des bons taux de concentration au niveau du site d'infection. Donc, l'antibiothérapie est très importante. Autre chose, toujours dans l'antibiothérapie, est-ce que je combats le bon germe? Par exemple, il se peut que je suis en face d'une infection parasitaire. Il se peut que le choc septique que j'ai est dû au Docteur Odio, s'il vous paludisme. plaît. Oui, oui, oui. Nous ne restons qu'avec 10 minutes. C'est parce que dans 10 minutes, ça pourrait finir. Oui, ouais, on a vraiment fini. Donc, dans 5 minutes, on a fini. Merci. Vous pouvez continuer. Donc, l'antibiothérapie, OK? Donc, peut-être que je suis devant un choc septique qui est dû au paludisme, peut-être que c'est dû à un virus comme le COVID-19 ou encore Ebola. Ça peut être dû à des champignons, surtout un patient qui est immunodéprimé ou un patient qui est resté en réanimation pendant très longtemps. OK? Moi, je suis là, le bourré de imipenem, amikacine, alors que mon patient a voilà, une mycose alors qu'il a une parasitose, ça ne va pas marcher. Et aussi, si je ne donne pas les bonnes doses, c'est-à-dire que je suis en train de caresser un sepsis. Par exemple, je viens de l'Est du pays, il y a un médecin qui me disait qu'eux, ils donnaient encore l'ampicilline. L'ampicilline, aujourd'hui, il y a beaucoup de résistance. Et donc, il est fort possible que quand vous donnez à quelqu'un de l'ampicilline ou même de l'amoxicilline, il se peut que vous ne soyez pas assez efficace sur les germes. Donc, il faut voir comment nous sommes en train de donner notre antibiothérapie. Alors, quelque chose sur lequel je vais insister, un antibiotique, on doit le réévaluer 48 heures à 72 heures après. C'est inconcevable que quelqu'un est là pour sepsis, 6 jours d'antibiotiques, persistance de la fièvre, persistance des signes cliniques pour lesquels il est venu consulter. Et nous sommes là à continuer à dire, continuez l'attitude en cours, continuez l'attitude en cours. Non, c'est une faute. On doit réévaluer notre antibiothérapie. 48 heures après avoir donné notre antibiotique, on doit se dire, est-ce que ça évolue? Comment évolue la fièvre? Comment évoluent les signes cliniques? Est-ce que ce sont les mêmes signes cliniques au départ? Si ça ne marche pas, ça veut dire que je dois changer d'antibiotique. Référez-vous au tableau que j'ai donné, les médicaments de première ligne, de deuxième ligne et de troisième ligne. Mon choc septique n'évolue pas. La troisième question que je me pose, comment est l'état d'hydratation? Tant que mon patient n'est pas bien hydraté, la noradrénaline que je vais donner ne va pas réussir à remonter à elle toute seule la pression artérielle moyenne. Donc, je dois monitorer l'état hydrique de mon patient. Est-ce qu'il a un pli cutané de déshydratation? Est-ce qu'il a la langue qui est toujours sèche? Est-ce que lorsque je fais mon échographie pulmonaire, est-ce qu'il est est-ce qu'il est bien hydraté? Lorsque je fais mon échographie cardiaque,
Comment est la veine cave? C'est des questions que je dois me poser. Et quand ça n'évolue pas, la quatrième question que je dois me poser, est-ce que les amines vasoactives que je donne, est-ce que j'ai majoré, est-ce que j'ai bien optimisé? C'est-à-dire quoi? J'ai commencé avec 5 gouttes de noradrénaline, la pression artérielle est toujours inférieure à 90/60. La PAM est toujours inférieure à 65 mm de mercure. Je dois donc augmenter la dose d'amine vasoactive. J'étais à 5 gouttes, je passe à 10 gouttes et je vois comment est sa pression artérielle. Si ça ne va toujours pas, je majore encore davantage. Si malgré que j'ai majoré, je n'ai pas atteint des bonnes pressions artérielles moyennes, je peux associer la dobutamine. Est-ce que je donne noradrénaline et dobutamine à des bonnes doses? Si ça ne marche pas, je dois continuer de majorer jusqu'à ce que j'obtienne une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65 mm de mercure. Et lorsque j'ai posé toutes ces questions et que j'ai la réponse, et que je ne trouve pas la réponse, je peux me dire, est-ce que mon patient a une acidose sévère, qui est aussi une cause de mauvaise réponse au, choc, donc au traitement du choc septique? Est-ce que j'ai une hypocalcémie, okay? Ou est-ce que j'ai une défaillance myocardique, okay, qui fait que le patient ne répond pas au traitement? Et donc, quand je me suis posé toutes ces questions, normalement, j'ai fait le tour de la question et je dois savoir déceler quel est le problème. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Donc, le choc septique est une urgence extrême. Le sepsis aussi, la mortalité est autour de 40%. Le traitement doit être très énergique et dans l'heure. Et il faut une réanimation rapide, précoce et ciblée pour une réussite. Si vous deviez retenir une seule diapositive, c'est cette diapositive présente. C'est de mesurer le taux de lactate, d'obtenir à tout prix des hémocultures avant d'administrer les antibiotiques, d'administrer les antibiotiques à large spectre possible, commencer à administrer rapidement des cristalloïdes en cas d'hypotension ou au cas de taux de lactate supérieur à 4 millimoles par litre, donner les amines vasoactives en cas d'hypotension après une réanimation liquidienne qui n'a pas marché. Et il faut toujours monitorer le taux de lactate, la diurèse pour voir si nous sommes optimum, si nous sommes en train de faire les choses comme il faut. Et donc, pour finir, voici les références. Donc, EPILI 2020, Surviving Sepsis Campagne 2021 et les recommandations de 2023, donc la mise à jour. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. S'il vous plaît, Merci beaucoup. docteur. Merci beaucoup. Merci. Revenez, s'il vous plaît, Merci sur beaucoup, docteur. la diapositive des recommandations, s'il vous plaît. Oui. Les références. Ok, un petit instant. C'est curieux. Ma machine est bloquée. Bon, Je pas de n'arrive problème. pas C'est à... bloqué, hein? Bon, ça va revenir à un moment donné. Ouais, c'est bloqué, mais je crois que ça va. Ok, d'accord. Là, ça va. Voilà, on va y revenir. C'est très Ok, bien. voilà. Ah, Ça va comme attendez. ça? Oui, attendez, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Audio, Osam, pour cette belle présentation, tellement riche en informations scientifiques. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires parce que c'était tellement clair et limpide. Docteur Verret, j'ai du mal à vous écouter. Vous avez du mal à m'écouter? Allô? Docteur, vous m'entendez? Allô, docteur? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, je Oui, je vous disais, entends très bien. nous tenons à vous remercier pour cette belle présentation. Il n'y a pas assez de commentaires parce que tout a été clair. Nous n'avons pas assez de minutes. Nous demandons à tout le monde que nous avons un forum WhatsApp dans lequel nous discutons. Et nous pouvons aller là-bas pour des échanges scientifiques qui peuvent aller jusqu'à même 22 heures. Mais on peut même donner quelques minutes à deux ou trois personnes qui ont des questions. Vous pouvez poser d'emblée. Qui ont des questions, s'il vous plaît? Et nous qui ne sommes pas, excusez-moi, dans le forum, moi c'est l'infirmier Blaise de la médecine interne. Oui, veuillez Qu'est-ce que nous m'écrire allons sur faire? WhatsApp. J'ai envoyé un numéro sur la conversation des Zoom. Vous avez D'accord, envoyé, je vous vous avez en... vu? J'ai envoyé un numéro Vodacom, vous m'écrivez, comme ça je vous ajoute dans les groupes. D'accord, je vous en prie. Je renvoie encore le numéro maintenant. Deux ou trois personnes Bonsoir. peuvent poser la question, s'il vous plaît. Une question. Bonsoir.
Je peux poser une question? Oui, vas-y, docteur, présentez-vous. Bonsoir, docteur Ossam. Je suis content de la présentation. C'est docteur Christian Kinsiona, pédiatre. Oui, il vous écoute. Ah, docteur Docteur, Christiana, très docteur honoré de Ossam. vous entendre. Je suis content. En fait, c'est pas une question, c'est une réflexion à haute voix. C'est par rapport à l'utilisation des corticoïdes, en fait, hein. Je ne sais pas, vous l'avez présenté comme étant un protocole ou bien c'est une approche de recherche, en fait, ou bien c'est un protocole assis dans l'algorithme de la prise en charge d'un choc septique. Et sinon, quelle est l'explication que vous pouvez fournir par rapport à cela? Et vous pensez que c'est un protocole déjà assis? Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que les doses sont aussi applicables chez nous en pédiatrie. J'ai vu différentes doses. J'ai même fait des captures et tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait. C'est très bien d'avoir des protocoles pareils. Merci. Merci beaucoup, docteur Christian. C'est vraiment pour moi un très grand honneur que vous puissiez participer à ma présentation. Alors, en ce qui concerne les corticoïdes, ça fait partie aussi des recommandations en cas de choc septique réfractaire, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des corticoïdes à la première phase du traitement du sepsis. On va donner les corticoïdes seulement si, malgré toutes les mesures qui ont été prises, le choc septique n'est toujours pas levé. C'est autour de 1 heure à 6 heures après avoir commencé la prise en charge du choc septique, c'est-à-dire lorsqu'on a tout donné de façon optimale, on a bien